Voilà. Donc, on poursuit avec le député de Maurice Richard pour 16 minutes 21 secondes. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, on va reprendre là où on a laissé. On parlait... Berry-UQAM. On était dans les capacités d'investir dans le maintien des actifs et dans le PQU plus généralement et le pourcentage de ces investissements par rapport aux revenus. Et vous avez parlé des agences de notation. Oui, les agences de notation reflètent l'évaluation de la capacité de payer des Québécois. Bon, donc nous, on a déjà parlé, j'ai déjà parlé des 17 milliardaires au Québec qui ont augmenté leur recherche de 25 milliards. Nous, on pense que ceux-là, particulièrement, ils auraient une capacité particulière à contribuer plus que les autres, de par leur capital qui a augmenté de manière tout à fait obscène dans les dernières années. Où votre gouvernement, je pense qu'il a été très clair, c'est pas de taxe sur le capital pour les archimillionnaires. Vous voulez taxer les 17 milliardaires du Québec? Entre autres. Et moi, je veux multiplier le nombre de milliardaires au Québec. Mais pour qu'ils gardent leur argent ou ils repartagent un peu? C'est-à-dire qu'au Québec et au Canada, on a les taxes sur le gain de capital, là, et lorsque on a l'impôt sur le revenu, la taxe sur le bien du capital, puis vous voulez amener un deuxième concept de taxation du capital, ce que, évidemment, nous ne supportons pas. Monsieur le ministre, le concept de taxer le capital existe, c'est les taxes municipales et scolaires, et aujourd'hui, c'est pratiquement entièrement à la charge de la classe moyenne. C'est-à-dire que pour garder sa maison, qui est le principal capital que la classe moyenne a, il faut payer un pourcentage de la valeur de la maison tous les ans, qui n'a rien à voir ni avec le gain du capital, ni avec les loyers, ni avec rien. Juste la valeur de la maison fait en sorte qu'à chaque année, on paye un pourcentage de la richesse que nous avons quand on fait partie de la classe moyenne qui a la chance d'avoir une maison. Les extra riches, les 17 milliardaires, ils accumulent 75 milliards de dollars aujourd'hui. Le pourcentage qu'ils ont dans leur maison est infime. L'extrême majorité de leur capital, c'est des actions et des options en bourse et ils payent zéro sur la valeur de leurs actifs, contrairement à la classe moyenne. Fait que cette taxe-là, elle existe. C'est juste qu'elle est vraiment injuste. Et vous dites, gardons-la telle qu'elle est, n'allons pas chercher effectivement ce même principe-là, que pour garder un capital, il faut en payer un pourcentage, et qu'il y ait 17 milliardaires qui accumulent, et je le rappelle quand même, 75 milliards de dollars, c'est correct, vous voudriez plus de milliardaires. Mais dans les faits, là, la plupart de ces gens-là ont créé des entreprises, ils ont pris des risques, ils ont connu des succès et ils ont monétisé leur succès en vendant des actions sur lesquelles ils ont payé la taxe sur le gain de capital. Et au décès, ces gens-là, on va présumer la disposition, puis il y aura la taxe sur le gain de capital. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on veut plus. On veut une économie québécoise qui est performante et donc avec des entreprises plus performantes et les créateurs, les fondateurs de ces entreprises-là, ils ont une récompense pour les risques qu'ils ont pris et la façon qu'on va chercher des revenus, outre l'impôt sur le revenu, c'est évidemment la taxation du gain de capital, qui est la forme de taxe sur le gain de capital qui est utilisée au Québec et au Canada. Monsieur le ministre, je suis sûr que vous comprenez de quoi je parle. Dans les faits, quand quelqu'un décède et que les gens héritent de la maison, ils payent le gain en capital. Ça n'empêche pas le fait que, juste avant, à chaque année, le propriétaire de la maison a payé un pourcentage de la valeur de son avoir, de sa richesse, et qu'au lendemain de son décès, les enfants, pour garder la maison, une fois qu'ils ont payé le fameux gain en capital, ils vont continuer à payer un pourcentage de la valeur de leur richesse, ce qui n'est pas le cas pour les archimilliardaires, parce que ce n'est pas une maison qu'ils ont, c'est des actions. Et puis on parle de prendre 2%, là, au lendemain, là, il leur reste 98% de beaucoup de millions, monsieur le ministre. Donc, ça, c'est premièrement. Deuxièmement, pour beaucoup des archimillionnaires, ils ne sont pas fait eux-mêmes. Là, il y a deux choses qui font que, pour la plupart, sont archimillionnaires. La première, c'est qu'ils ont hérité eux-mêmes. C'est comme un peu la règle. Pour être très riche, vaut mieux être enfant de très riches.
C'est pas l'ensemble des C'est pas l'ensemble, mais il y en a. 17, et puis, là, pas du tout. on pourrait en nommer, et plus ça va, plus ils meurent, et leurs enfants donc seront milliardaires sans avoir Mais fait. au décès, on présume la disposition, puis ils payent le gain de capital. Encore une fois, Monsieur le ministre, on parle de deux. Je pense qu'on peut se mettre d'accord qu'on parle quand même de deux choses différentes. Le gain en capital est une chose, un impôt sur la fortune en est une autre. J'ai donné l'exemple de la maison. Une taxe municipale et scolaire n'a rien à voir avec le gain en capital. Il n'y a pas l'équivalent pour la richesse des extra-riches. Je veux dire, on peut... Je m'en voudrais qu'on prenne tout votre temps des crédits infrastructures à discuter de l'impôt sur la richesse. Alors, c'est une forme de taxe sur le capital que vous voulez ajouter alors qu'on a déjà les gains de capitaux qui sont taxés au Québec et au Canada. On a une situation, Monsieur le ministre, c'est qu'on n'a pas assez d'argent pour garder notre métro fonctionnel, pas assez d'argent pour rénover les écoles comme il faudrait, pas assez d'argent pour garder un réseau routier fonctionnel, parce qu'il faudrait plus d'argent. Fait que, ou bien on accepte que tout se détériore, ou bien on va chercher de l'argent quelque part. Nous, on a des propositions. Je vais vous dire, les archimillionnaires, et pas les seuls, profitent du capital commun, qui est justement, s'ils veulent avoir des travailleuses et travailleurs en bonne santé, qui sont bien éduqués, qui peuvent se déplacer pour aller au travail, ils profitent d'une richesse commune qui ne vient pas de leur poche. C'est le fait d'avoir un métro, des routes, des hôpitaux et des écoles, qui est le capital commun de nous toutes et tous. Là, c'est les riches, ils ont un gros capital. Les autres, leur principal capital, c'est ce qui nous appartient à nous toutes et tous. Et c'est ce qui se détériore aujourd'hui. Et que je vais aller ailleurs, dans quelque chose, je pense, avec lequel vous êtes fiers, j'imagine, c'est les baisses d'impôts, évidemment, que vous avez mises en place. Je vous vois sourire, je suis sûr que vous êtes content de ces baisses d'impôts-là, que vous avez mises en place au début de votre mandat. Deuxième mandat. Du deuxième mandat, donc depuis 3 ans, qui nous prive, bon an, mal an, au début de 1,7 milliard par an. Puis là, ça augmente jusqu'à 2 milliards en ce moment. Bon, on est toujours autour d'1,7, mais continuez, je pense que c'est pas là-dessus qu'on est en désaccord. Bon, mais je voudrais que les gens qui nous écoutent comprennent pourquoi est-ce qu'on se prive d'une richesse commune. Donc concrètement, là, on s'est privé d'à peu près 6 milliards à date d'aujourd'hui. Et pour des gens qui gagnent 40 000, ils ont reçu, en tout cas, ils n'ont pas donné à l'État, donc ils ont gardé un 200 piastres de plus à peu près. Pour les gens qui gagnent 100 000 et plus, c'est à peu près 800 piastres. Je veux juste que les gens qui se rendent compte, là. Si, et moi j'ai eu la malchance, comme probablement tous les gens qui nous écoutent, d'avoir un pneu qui a éclaté la semaine dernière en avançant sur un nid de poule. Un pneu, là, c'est entre 100 et 500 piastres. Des roues, là, c'est entre 40 et 500 piastres. Et je ne parle pas des suspensions, des amortissements. Tout ça, là, ça dépasse ce que j'ai reçu comme retour d'impôt par le simple fait d'avoir éclaté un pneu sur un nid de poule. 6 milliards, là, c'est 40 millions de nids de poules qu'on peut réparer, Monsieur le ministre. Est-ce que vous ne pensez pas que tout cet argent dont on se prive pour la richesse commune serait mieux investi pour garder nos investissements, surtout qu'ils augmentent les inégalités, comme vous le savez, Monsieur le ministre, plutôt que nous priver d'argent qui est vraiment important? Bien, d'abord, je voudrais vous féliciter pour votre cohérence parce que je pense qu'on a eu la même discussion en 2022, en 2023, en 2024, en 2025, en 2026 et j'apprécie travailler avec vous. Et vous avez raison, je suis fier de ces baisses d'impôts qui avaient été promises lors de l'élection en 2022 puis qui ont été livrées au budget 2023. Alors, puis c'est un coup de maître parce qu'on a baissé le premier taux, celui que tout le monde paye, qui était de 15 puis on l'a baissé à 14 Et puis, vous savez que de 0 à 19 000 au Québec, il y a l'exemption personnelle de base, vous ne payez pas d'impôt, mais ensuite, de 20 à 49 000, vous payez essentiellement maintenant 14 au Québec, 11,5 au fédéral, 25,5 Et là, en baissant le premier taux, bien, tout le monde en bénéficie et évidemment, le but, c'est d'aider le plus de monde possible. Ensuite, le deuxième palier, qui est entre 49 000 et 99 000, bien, nous étions à 20, on est passé à 19, qui fait que vous payez autrefois 37, puis maintenant 36. Et tout ce que j'aimerais vous souligner, c'est que lorsqu'on prend des études là, comme la chaire en fiscalité et finances publiques, puis qu'ils analysent le fardeau fiscal des Québécois par rapport aux 51 États, puis les 10 provinces, puis les 3 territoires, bien, on finit où au Québec?
numéro 1 pour le fardeau fiscal. Alors, je ne vais pas m'excuser de réduire le fardeau fiscal des Québécois. Au contraire, si je peux avoir le privilège d'avoir un 3e mandat, de retrouver l'équilibre budgétaire, mais c'est certain qu'on aimerait, encore une fois, par exemple, lorsque on dit que le premier 19 000 là, il n'y a pas d'impôt, pourquoi ce ne serait pas 20 000? Ce seuil-là, il est plus élevé en Ontario. Pourquoi on n'encouragerait pas les gens à travailler et à garder plus de l'argent qu'ils gagnent lorsqu'ils travaillent pour leur famille, pour eux? Alors, on va continuer avec cette orientation. Monsieur le ministre, on part du point de vue où on est les plus taxés en Amérique. Monsieur le ministre, d'abord, il y a à peu près un tiers de la population qui ne gagne pas assez d'argent pour avoir profité de les baisses d'impôts. Ils payent par ailleurs la TVQ, la TVA, etc. Ils payent énormément d'impôts par ailleurs. Là, mais on a 40% de la population approximativement qui ne paye pas d'impôts, effectivement. Bon, fait que ceux-là, ils impôts n'ont pas sur le revenu. Et c'est eux qui en ont le plus besoin. Maintenant, 100% des gens qui gagnent plus de 100 000 ont reçu 820 piastres de retour, qui est le maximum. Ben je vous dis, puis c'est là que je vous dis que c'est un coup de maître, le premier taux. Parce que j'aurais pu baisser le taux d'impôt des plus importants salariés, mais en baissant le premier taux, tous ceux-là qui payent des impôts en ont bénéficié. Et d'ailleurs, vous savez, le premier ministre canadien, là, qu'on dit Mark Carney, on dit c'est incroyable cet économiste-là qui nous donne le privilège d'être premier ministre du Canada. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a baissé le premier taux. Vous comprendrez que... Où s'est-il inspiré au Québec? Vous comprendrez que M. Carney n'est pas mon idole non plus, mais le coup de maître, si je comprends bien, c'est vous auriez pu augmenter encore plus les inégalités, mais vous vous êtes limité à ce que vous nous proposez, parce que concrètement... Non, j'ai incité les gens à travailler en leur permettant de garder le plus d'argent possible lorsqu'ils travaillent. C'est ça. Tant et aussi longtemps qu'ils ne se payent pas un nid de poule, parce qu'il suffit d'un nid de poule pour que ça égalise tout le retour d'impôt qu'ils ont eu. Bouchons les nids de poule, monsieur le ministre. Mais ça, c'est le déficit de maintien d'actifs du secteur des transports. Là. On est d'accord, on veut en faire plus. C'est la moitié. C'est le grosse partie des déficits. C'est les routes, là. C'est grave, 50% des routes sont dans un état délabré au Québec. Je connais l'étendue de vos diplômes. Il ne faut pas confondre les dépenses opérationnelles et les dépenses en capital. Là. On est d'accord. Parfait. Et donc, aujourd'hui, notez pour le ça maintien, au procès verbal. Pour le maintien, aujourd'hui, est-ce qu'on est d'accord que 50% des routes dont on est au Québec sont en mauvais ou en très mauvais état? On est d'accord que la majorité du déficit de maintien d'actifs qui n'est pas pris en charge est dans le secteur des transports. Exact. Fait que concrètement, et 100% des Québécois, là, qu'ils soient milliardaires ou pauvres, pourraient quand même profiter de routes de bonne qualité, on est d'accord? Là, une fois n'est pas coutume, je défends les routes, là, monsieur le ministre. Essayons d'être d'accord. J'ai rien à ajouter. Les Québécois sont les plus taxés. Notre gouvernement a pris une position. Puis d'ailleurs, tout ça est illustré là, à ma page favorite du budget, là, qui est... J'entends, mais c'est une vision. C'est-à-dire qu'il y a des choix de société à faire, monsieur le ministre. Les Québécois... Page A27 qui montre que notre gouvernement a réduit le fardeau fiscal des Québécois dans le poids de l'économie. On va laisser terminer. Oui, merci, monsieur le président. Aux États-Unis, les Américains payent moins d'impôts, mais concrètement, c'est encore une fois la question de quelle est notre richesse commune. Avoir des CPE, avoir des écoles, des universités accessibles, avoir du transport commun de qualité. C'est pas, je veux dire, si on se retrouve avec plus de richesse chacun pour soi et avoir des routes délabrées, un transport en commun qui marche pas, des gens qui meurent dans les urgences, des hôpitaux où le toit coule, ça fait pas de nous une meilleure société. Il y a des choix. Et puis moi, je comprends là. Je dois dire, je vous félicite pas pour votre cohérence, mais en tout cas, je la souligne, je dois dire, depuis 4 ans. Et elle met de la clarté dans nos débats. Il y a 2 visions de société. Il y en a une qui dit, essayons d'en avoir le maximum possible qui reste dans la poche des gens, quitte à faire en sorte qu'il en reste beaucoup plus dans la poche des plus riches et encore plus dans la poche des extra-riches. Et de l'autre côté, nous, on dit, d'abord, prenons-en là où il y en a le plus dans la poche des extra-riches pour que tout le monde en profite, y compris les extra-riches, pour qu'on ait des écoles, des hôpitaux, du transport et des routes qui fonctionnent.
Il me reste que quelques minutes et je voulais vous parler, et on aurait pu parler de toutes sortes d'écoles, mais il y en a une qui est pas loin de Massirco, mais qui est pas dans Massirco, qui est l'académie de Roberval, que je trouve quand même assez symptomatique d'un problème profond dans les priorisations. En ce moment, c'est une école donc dans Villeray qui est fermée depuis 2019 pour cause de moisissures. Les élèves ont été déplacés dans des locaux qui ne sont pas adéquats. Je ne sais pas, bon, je vous êtes pas ministre de l'Éducation, fait que c'est sûr que vous les avez pas visités. Moi, je les ai visités pour ma fille. Je dois avouer que quand elle devait rentrer au secondaire, il y a un étage au complet où il n'y a pas une seule fenêtre. C'est des élèves qui ne voient pas la lumière du jour depuis maintenant 2019. On est maintenant en 2026. Il n'y a rien qui a été fait depuis 2021 dans cette école. Comment c'est même possible, monsieur le ministre, qu'une école comme celle-là ne soit pas priorisée? Mais, écoutez, on a fait des efforts colossaux en éducation. Là. Puis, il faut être très clair. Je vais vous donner l'ampleur de ce qui a été fait au niveau... Non, mais vous pouvez me dire ce qui s'est fait ailleurs, je veux bien, mais celle-là particulièrement, elle est prioritaire pour le CSSDM. Bien, le ministère de l'Éducation est en discussion avec le Centre de services scolaires pour trouver la bonne façon de prioriser ce projet, qui est un projet important pour le secteur. Et puis, lorsqu'on regarde l'ensemble de ce qui a été fait... Mais encore une fois, monsieur le ministre, cette école est fermée. C'est tout le temps que nous avions, messieurs. Donc,